Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. ensemble, faisons bouger les lignes. Voilà, nous revenons à nos débats pour ce symposium de la parité, de la RSE, l'occasion d'aborder tous les thèmes qui sont si chers à notre société, l'inclusion, la diversité, la promotion sociale, bref, des sujets essentiels. En cette période un peu compliquée, on peut le dire, hein, un peu chamboulée, on va dire, et qui, évidemment, nous permet de dessiner une trajectoire plus qu'ambitieuse et positive pour les années à venir, et surtout pour les nouvelles générations qui arrivent. Alors, mes invités, je vais commencer à gauche. Arnaud Muret, qui dirige l'OPCO EP. Bonjour. Entreprise de proximité pour EP, c'est ça? Exactement. L'OPCO qui collecte de l'argent pour la formation, pour synthétiser. On le redistribue. Ah oui, bien sûr. Évidemment, qui collecte et redistribue l'argent. Prune-Mar, Essilor, Luxottica, évidemment, une très belle enseigne. Bienvenue aussi, on parlera de tous les thèmes. Sophie Letiers, Kaufmann et Broad, bienvenue. Merci, bonjour. Élise Potola, qui est pour le groupe Cosmobilis, elle nous expliquera également ce qu'elle fait et pour, évidemment, dans son activité, évidemment, pour aller vers plus de parité et plus de RSE. À ma gauche, Pierre Lamblin, qui est le directeur des études de l'APEC. Et avant d'entrer dans notre débat, je vous propose d'écouter quelques chiffres édifiants sur le rapport des jeunes générations au travail. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Pour l'APEC, j'ai dit que c'était pour l'APEC? Oui, pour l'APEC, tout à fait, oui. directeur des études de l'APEC, exactement. Oui, puisque nous avons mené une étude tout récemment, donc en partenariat avec Terra Nova, sur le rapport des jeunes actifs au travail. Elle a été publiée en février de l'année dernière et je vais revenir sur 3 enseignements majeurs qui vont, pour certains, à rebours de certaines idées reçues. Et en appui de mes propos, donc les slides qui sont projetés. Donc le premier enseignement, les jeunes actifs sont tout autant investis, voire plus, dans leur travail que leurs aînés. Puisque un jeune actif, donc moins de 30 ans, juge que son travail est aussi important, voire plus important que le reste. Et ceci dans les mêmes proportions que les 30-49 ans et ce, plus fortement que les plus âgés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi les jeunes de moins de 30 ans, ce sont davantage les hommes et les salariés des PME qui accordent une importance plus forte dans cette relation au travail. Ceci étant, il faut quand même observer qu'on a un groupe très hétérogène au sein des jeunes de moins de 30 ans. Ils ne sont pas tous... ils n'accordent pas tous la même importance dans leur travail et c'est très lié à leurs origines sociales, mais aussi à leurs emplois occupés. S'agissant des cadres, puisque l'APEC, son champ catégoriel, son champ d'activité, ce sont les cadres du privé. S'agissant des cadres du privé, ils sont encore plus investis dans leur travail que ce qu'on observe dans les autres catégories professionnelles. Puisqu'ils sont 6 sur 10 à considérer que le travail est important, voire plus important que le reste qui occupent leur vie professionnelle et leur vie tout court. Et parmi les cadres, ce qui est intéressant, c'est ça rejoint une étude récemment publiée sur les cadres seniors, donc ces cadres qui ont 55 ans et plus. Il est intéressant de constater, de confirmer que ces personnes-là souhaitent rester fortement engagées dans leur travail et jusqu'à leur départ à la retraite. Pour une grande majorité d'entre eux, bien sûr, on va trouver une minorité qui n'attendent que la retraite, mais une grande majorité souhaitent rester investis et surtout aussi souhaitent transmettre leurs compétences, leur savoir-faire le plus possible et accompagner la formation des plus jeunes. Ça, c'est le premier enseignement de cette étude sur la relation au travail. Le deuxième, puisqu'on a interrogé... Donc, les jeunes ne sont pas désinvestis. Les jeunes ne sont pas désinvestis, complètement, voilà. exactement. Je synthétise. Hein. Oui, parce qu'on entend souvent, on les lit souvent, les jeunes ne veulent plus travailler. C'est faux. Allez, on enchaîne. Parce que voilà, mais c'est faux. Mais on enchaîne tout à fait, parce que vous me lancez. Deuxième enseignement, donc quel que soit leur âge, une majorité de salariés sont prêts à travailler au-delà du contrat, du rapport contractuel à leur entreprise. Hein. Donc, on les a questionnés sur l'engagement au-delà de la fiche de poste, hein, ce que vous voyez affiché à l'écran. Et les moins de 30 ans, là aussi, sont plus nombreux en proportion à le faire que leurs aînés.
là aussi, contrairement à certaines idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet, et davantage, cette fois, les femmes. Sur les 4 items qui vous sont projetés sur l'écran, je ne vais pas exposer tous les chiffres, mais en reprenant quelques chiffres, donc 80% des jeunes se disent prêts à travailler plus en cas de pic d'activité, s'ils sont rémunérés, et 1 sur 2 en l'absence même de contrepartie. 70% à remplir des missions qui ne sont pas dans leur fiche de poste, ou encore un jeune sur 2 à recommander leur entreprise C'est positif alors tout ça. pour être embauché. Donc c'est extrêmement positif. Et le sentiment est encore plus fort chez les cadres du privé par rapport aux autres catégories professionnelles, ce qui révèle aussi un attachement plus fort chez les cadres qu'ailleurs. On l'a observé dans d'autres travaux, donc un sentiment d'engagement, de fierté de travailler dans l'entreprise qui est très fort chez les cadres. Troisième enseignement majeur, là aussi on a questionné donc les moins de 30 ans, mais aussi parce que c'était un grand travail quantitatif qui portait à la fois sur 3000 jeunes de moins de 30 ans, mais aussi 2000 de plus de 30 ans, avec un focus sur les cadres. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes formulent les mêmes attentes envers leur travail que les plus âgés. Dit autrement, si je veux résumer, c'est trouver avant tout un travail rémunérateur, intéressant, et leur permettant de concilier vie professionnelle et vie privée. Voilà. La rémunération, vous le voyez sur le graphique, arrive de très loin en tête, quel que soit l'âge, et ce pour plus d'un salaire sur 2. Les jeunes, les plus jeunes, expriment assez logiquement une envie de progresser rapidement sur l'élément rémunération. Ça s'est amplifié, qui plus est, dans ce contexte qu'on a connu des 2 années d'hyperinflation. L'intérêt des missions arrive en deuxième position derrière la rémunération. Là aussi, c'est une pierre angulaire du rapport au travail, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Et ensuite, le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le salaire. Les plus jeunes y accordant moins d'importance que les plus âgés. Bah, oui. Et là aussi, c'est contraire, c'est totalement contre-intuitif. On pense que les jeunes, leur souci, c'est cet équilibre. Non, c'est avant toute chose la rémunération qui arrive de très loin en tête. Et la quête de sens arrive loin derrière. Voilà, et la quête de sens, justement, n'arrive pas parmi les premiers critères. Ce qui est intéressant, c'est si on observe les différences hommes-femmes, c'est que les jeunes femmes accordent beaucoup plus d'importance à leur épanouissement dans le travail, à savoir l'intérêt du travail, mais aussi la diversité, la variété des missions qui leur sont confiées, et aussi le plaisir qu'on peut rencontrer dans le travail. Et bien sûr, une importance à l'équilibre vie professionnelle et privée. Les hommes accordant davantage d'importance à l'argent. C'est pas nouveau, on l'avait Mais attention à ce que vous dites quand même, parce que non, mais ça peut être... c'est pas vrai pour tout le monde. Oui, c'est... Voilà. Dernier élément, et là, ça n'est pas tiré de cette enquête que j'ai évoquée, mais d'une question qu'on a posée il y a quelques temps au cadre, sur les critères qu'ils jugent essentiels s'ils devaient rejoindre une entreprise. Ce qui nous permet d'aller justement sur les dimensions de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Et là, on retrouve bien évidemment les critères que sont la rémunération, l'intérêt des missions, pour 1 sur 2, un cadre sur 2, la localisation de l'entreprise, qui est importante si on rejoint une entreprise, évidemment. En 4e position, important de le citer, ce sont les conditions de travail. On y met là-dedans les jours RTT, mais aussi le télétravail. Sachez qu'on questionne régulièrement les cadres sur ce sujet-là depuis la crise du Covid. Et aujourd'hui, on a un cadre sur 2 qui ne rejoindrait pas une entreprise qui ne propose pas de solution de télétravail. Et on en a 60%, notamment parmi les jeunes, qui quitteraient l'entreprise si l'entreprise venait à supprimer le télétravail. Ah oui. Donc, et on pose la question ouvertement, on ne s'en cache pas d'ailleurs. Et les jours RTT dit autrement, et le télétravail sont des prérequis, enfin sont des acquis, si je puis dire, pardon, sans retour en arrière souhaité par eux-mêmes. Enfin, on observe dans le graphique, en 6e position, arrive l'utilité du poste pour l'entreprise ou pour la société, pour près d'un cadre sur 2. Et enfin, un critère qui progresse, on le constate vague après vague, c'est l'impact social et environnemental de l'activité de l'entreprise, qui pèse pour 12% parmi les critères auprès des cadres. Bon, il est beaucoup plus fort chez les plus jeunes, chez les moins de 30 ans.
Et ça continuera à progresser à tel point que aujourd'hui, on a une proportion qui est très majoritaire chez les cadres qui ne souhaiteraient pas rejoindre une entreprise dont l'activité est néfaste pour l'environnement. Oui, bien sûr, heureusement. Et les cadres sont très sensibilisés sur cette question, comme sur le sujet de l'IA, j'en profite pour le citer. Voilà, ne mettez pas tous les sujets sur la table, hein, parce qu'on en a un paquet à voir, je vous dis pas. Juste pour terminer, ils sont très demandeurs de formation, justement, Bien sûr. sur tout ce qui touche à la transition écologique et énergétique et aussi à l'intelligence artificielle. Élise, bon, vous voyez bien, ils veulent de l'argent, mais en même temps, ils veulent du sens, parce que même si ça n'apparaît pas, et dans les études d'ailleurs, je me suis rendu compte que si on additionne l'équilibre vie perso, le sens et un certain nombre d'items, finalement, la quête de sens, elle recouvre bien plus de choses. Donc, au niveau d'une entreprise comme la vôtre, comment justement on arbitre entre ces attentes et la volonté d'avoir une trajectoire vertueuse RSE? Alors, moi, je vais peut-être, ça correspond un peu à ce que vous venez de dire sur l'étude qui finalement, on pense que les jeunes pensent comme ça, et puis finalement, on ne voit pas forcément. Moi, je n'arbitre pas, en fait, parce que je trouve que c'est des clivages un peu limitants, de se dire, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les femmes, il y a les hommes. Et finalement, il y a les collaborateurs. Et en tout cas, nous, dans le management, dans le monde de l'entreprise, je prône le droit à la singularité. Et je fais avec, et je cherche à ce que chacun se déploie, s'épanouisse avec ses envies, avec ses ambitions, avec ses faiblesses, avec ses forces, et on crée un ensemble. Enfin, je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais faire pour les jeunes et qu'est-ce que je vais faire pour les vieux. Évidemment, on s'adapte, mais chacun a sa singularité, et notre rôle de manager, notre rôle d'entreprise, est de créer une unité, et cette unité, avec les singularités de chacun, va faire la force. Donc, avec le temps, en tout cas, cette singularité a complexifié le management, parce qu'elles émergent beaucoup plus qu'avant, c'est ça le sujet. Exactement, donc il faut être à l'écoute, il faut les accepter, il faut être flexible, il faut s'adapter, il faut faire se parler les gens, donc il faut instaurer un dialogue, c'est sûr, différent, donc être beaucoup plus dans l'échange, oui. Beaucoup plus dans l'échange, créer un dialogue différent, partager, co-construire, donc créer des climats, des environnements, des événements où les gens travaillent ensemble. C'est différent, mais je pense qu'il ne faut pas rester dans les clivages. On se limite et puis quelque part, on s'auto-sabote un peu dans notre management. Au contraire, la différence fait la richesse. Oui, mais il faut les avoir en tête, Sophie, hein, quand même, tout ça, qu'il y a quand même des populations, pas hétérogènes, mais en tout cas, tout ça à gérer et à faire monter ensemble. Il faut totalement l'avoir en tête. Et moi, j'ajouterais que, enfin, je partage parfaitement ce qu'a dit Élise, mais j'ajouterais aussi que le propre d'une génération, c'est quand même d'apporter quelque chose de nouveau et d'aller bousculer quand même aussi les générations d'au-dessus. Moi, je ne suis pas surprise par ce qui est dit, parce qu'effectivement, il y a 5 ans ou 10 ans, c'était assez simple. On changeait d'entreprise pour un salaire, on quittait son manager, et puis c'était toujours à peu près le même cycle. Et c'est surtout que là, maintenant, tous les critères se sont tassés, en fait. Ils sont tous très, très proches les uns des autres. Et en fait, ce qu'aujourd'hui, je trouve, les jeunes nous disent, qui arrive, et qui est très intéressant, mais finalement, les plus seniors rejoignent aussi ce point de vue-là, c'est de proposer dans les entreprises de réfléchir à un nouveau pacte social. C'est quoi ma nouvelle relation au travail? Qu'est-ce que moi, entreprise, je vais repenser ce pacte social, cette relation au travail? Et ils sont garants aussi de l'accélération de cette transition sociétale et environnementale. Parce que là, on est un certain nombre dans cette salle, je pense, tout à l'heure, on rigolait quand on disait les seniors, parce que voilà, au-dessus de 45 ans, c'est qu'en 2050, tous ceux-là qui ont 25 ans, c'est eux qui ont 50 ans. Arrêtez de rigoler, 2050. On va leur dire. Vous non, mais je veux dire, aussi, hein. Et c'est-à-dire qu'ils auront l'âge qu'on a nous aujourd'hui. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité d'entreprise citoyenne, d'accélérer cette transition sociétale, environnementale. Et ils en sont les gardiens. Et ils nous poussent à ça. Et en ça, je trouve ça très, très intéressant. Et ça nous oblige. On en parle peu finalement parce que le climat est très tendu, mais en fait vous êtes sur un marché de tension sur les ressources humaines en plus, donc c'est une double contrainte. Nous, promotion immobilière, là, en ce moment la crise quand même sur l'immobilier qui pourrait être un sujet sur lequel on pourrait interpeller un certain nombre de choses. Oui, on est à la fois dans un secteur en crise et un métier de tension sur les ressources, mais ça je crois que c'est vrai quand même.
dans un certain nombre de secteurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a totalement inversé le rapport entre Le candidat et l'employeur. entre le candidat Le pouvoir et- a changé de camp, comme dirait l'autre. Voilà, le pouvoir a changé de camp et ça, c'est effectivement notable. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on n'a jamais fait dans nos entreprises autant de qualité de vie au travail, de marque employeur, etc. Et il n'y a jamais eu autant de burn-out, d'arrêt maladie, d'augmentation des dépenses de santé. Donc, refondre ce pacte social dans l'entreprise, pour moi, c'est aujourd'hui ce que nous demandent les nouvelles générations. Prune, débrouillez-vous avec ce qu'a dit Sophie. Refondez-nous Non, le mais pacte social en 3 minutes. Non, mais je ne dis pas que j'ai la réponse, je dis que c'est ce qui nous est demandé. Non, mais moi, je trouve très intéressant ce qu'a dit Sophie, parce qu'en plus, dans l'étude de l'APEC, ce que ça montre, c'est que tous les biais et la caricature qu'on a un peu des jeunes générations, des investis, etc., en fait, dans les réponses, c'est les gens au-delà de 55 ans qui ressortent comme ça. Donc, on voit que pour moi qu'il y a un vrai fossé, je pense, et que le pacte social, c'est aussi comment, au sein de l'entreprise, on va pouvoir arriver à réconcilier les deux. Et une des grandes richesses de l'entreprise, c'est ce que vous disiez, effectivement, c'est la possibilité de laisser s'exprimer la singularité de chacun. Et une entreprise qui va pousser l'inclusion, la diversité, c'est une entreprise beaucoup plus riche, qui va pouvoir beaucoup plus innover. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut que je pense que ces générations aussi se retrouvent au sein d'intérêts communs dans l'entreprise. Par exemple, chez Essilor Luxottica, on a une mission, c'est garantir une bonne vision pour tous, donc vraiment une mission aussi de santé publique, auquel nos salariés peuvent se retrouver. Et il y a des actes aussi autour de notre fondation OneSight pour aller équiper tous ensemble les plus défavorisés, qui n'ont pas accès par exemple à un équipement optique. Ça va être aussi ces générations-là, les faire se coordonner autour d'intérêts, notre politique de RSE. Dans les cadres de projets, les faire travailler ensemble, avoir des actions de sensibilisation communes. Donc, créer le pacte social, ça, comme disait Sophie, ça passe aussi par des tout petits pas, où les générations vont pouvoir effectivement travailler les unes aux côtés des autres et changer leur regard. Parce que c'est vraiment la caricature, et on le voit d'ailleurs, je pense aujourd'hui, vu les temps dans lesquels on vit, que c'est souvent effectivement les caricatures qui mènent à l'incompréhension et au fait que les gens se désunissent. Et pour revenir à une question qu'on a abordée tout à l'heure, ça passe par le management, tout ça. C'est-à-dire que le management intermédiaire, c'est-à-dire que si on ne mobilise pas toute la chaîne, parce que vous pouvez décider, vous d'en haut, de votre balcon en disant nous allons faire tout ça, mais si ce n'est pas suivi des faits, et ça c'est un vrai enjeu. Alors c'est un vrai enjeu, ça veut dire de la sensibilisation à tous les niveaux et aussi de la formation. Et typiquement on parlait du management, nous on est pour... parce que avoir de la singularité, ça prône aussi la diversité, ça prône l'inclusion. Ça veut dire que quand vous allez embaucher, lors des entretiens d'embauche, vous ne devez pas avoir le biais de la discrimination, par exemple, quelle qu'elle soit, quel que soit sur l'élément sur lequel elle peut porter. Ça veut dire qu'il faut former nos managers aussi pour éviter ces biais de discrimination. Donc, c'est extrêmement important. Arnaud, alors, vous représentez les entreprises de proximité. Les entreprises de proximité, il y a quelques grands groupes, et il y a aussi beaucoup d'entreprises non délocalisables sur les territoires où il y a des effectifs assez réduits. Ces enjeux, ça concerne tout le monde. Alors, la RSE, mais la parité, dont on parlera dans quelques instants, c'est-à-dire que personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Et puis, d'abord, un merci là, pour l'étude de l'APEC. La dernière planche, en fait, je vais vous dire, elle m'a quand même un peu interpellé. C'était laquelle sur les critères jugés essentiels par les cadres. Cette planche, en réalité, c'est typiquement la pyramide de Maslow. Les besoins fondamentaux, avant qu'on discute d'autre chose, l'entreprise doit d'abord les garantir. Quand on parle de la rémunération, de l'intérêt de la mission, la localisation de l'entreprise, on est sur vraiment les fondamentaux de la pyramide de Maslow. Et à la fin, le niveau le plus haut, quel impact social ou environnemental de l'activité. Donc on est vraiment, malgré tout, les fondamentaux dans la gestion des ressources humaines, elle est là. Donc il faut d'abord garantir ce socle, puis après on progresse dessus. Et l'autre point dans cette étude qui m'a saisi, c'était la première planche où on voyait l'engagement des jeunes. Et intuitivement, quand on voit, donc nous, l'OPCO des entreprises de proximité, on est des financeurs de l'apprentissage. Et en fait, on voit une jeunesse qui est très engagée. Et à travers l'apprentissage, il y a une vraie volonté d'une jeunesse d'aller vers les entreprises. Alors,
Jusqu'à présent, il y avait que la voie initiale, mais cette voie, l'apprentissage, s'est mis à côté de la voie initiale au même niveau aujourd'hui. Et on voit vraiment une jeunesse qui a envie d'aller vers les entreprises, et je dirais tous sexes confondus. C'est-à-dire que, pour autant, donc par rapport à la première planche, on voyait le niveau d'engagement. Alors, la chose qui était très intéressante dans votre question, c'est ouais, mais il faut une contrepartie financière. On revient sur la fameuse pyramide de Maslow. La rémunération est quand même un élément, mais il y a un engagement de cette jeunesse. Et dans les autres planches, il y avait le sens au métier. Dans les TPE, dans les PME, on trouve exactement la même chose. Pour autant, l'OPCOEP, juste pour que les uns et les autres, Kaufmann & Broad, on voit tous, hein, c'est de la construction, tout ça. On a tous vu des panneaux dans la rue. On les voit. L'opérateur de compétences d'entreprise de proximité, c'est d'abord un financeur. Donc on est des gens très discrets. On accompagne 3 millions de salariés, 54 branches, 434 000 entreprises. Mais comme vous l'avez dit, c'est de la TPE. La taille moyenne des entreprises, c'est 3 salariés, donc tout petit. Oui. Et il y a une chose quand même qu'on voit au cours du temps, parce que les assises de la parité, maintenant, vous existez depuis un moment, vous avez fait. Et sur un certain nombre de métiers, en fait, il y a une très grande stabilité des genres. Je vais vous en donner 2. Les auxiliaires de puériculture, 99%, c'est des femmes. Manucure esthéticienne, là aussi, 98%, c'est des femmes. Donc, on pense souvent aux hommes dans la boucherie avec un métier très genré, homme, masculin, mais de l'autre côté de la chaîne. Et en fait, sur ces dernières années, ce que j'observe, c'est malgré tout, même s'il y a les volontés des grandes entreprises de faire bouger les lignes, dans la représentation d'un certain nombre de métiers, il y a quand même une stabilité. Bien que toutes les branches, en réalité, cherchent à faire évoluer la représentation qu'ils ont de leur propre métier. Mais ça reste encore quelque chose de franchement très ancré. Hein. Les secrétaires, c'est 97%, c'est des femmes. Donc, et vous voyez, dans la durée, sur les 5 dernières années, il y a malheureusement une très grande stabilité. Ouais, donc il faut que ça bouge. Dites-moi, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est vrai ou faux? Alors essayez de dire que c'est vrai quand même, parce que ça m'évitera de passer pour... Est-ce que si on ajoute tous les éléments qui font quête de sens, finalement, ça contrebalance? Là, moi, je regardais tous les critères, il y a quand même l'équilibre vie au travail, les conditions de vie, l'impact social. Finalement, ça fait beaucoup plus que 12% ou 20%. Est-ce que finalement, comme vous disiez Arnaud... Par classe d'âge, oui. En tout cas, quand je fais... Vous disiez tout à l'heure que les jeunes, oui, là, c'est plus haut. Oui, là, c'est au global. C'est tous âges confondus. Donc, si on regarde les moins de 30 ans, le sens au travail importe beaucoup. Après, tout à l'heure, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'importance de l'image employeur et bien sûr des facteurs pour combattre les discriminations, à ce qu'on fait au quotidien à l'APEC. Je voudrais souligner l'importance de la promesse employeur. Hein, l'image employeur, c'est important pour attirer, mais la promesse employeur, c'est important aussi pour fidéliser, pour capitaliser. Hein, on sait très bien, un recrutement, c'est du temps, c'est l'investissement. Et aujourd'hui, bon nombre de cadres sont amenés à démissionner parce que la promesse tenue à l'embauche n'est pas respectée dans les 6 mois, dans les 2 ans qui ont suivi l'embauche. Hein. Notamment en ce qui concerne soit l'évolution de la rémunération, soit l'évolution professionnelle ou le développement des compétences qui, aux yeux des plus jeunes, revêt une importance capitale. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que d'ailleurs, c'est dans votre étude, il était indiqué qu'il y avait plus d'un tiers des jeunes, des moins de 30 ans, qui souhaitaient pas rester dans leur métier plus de 3 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus embaucher quelqu'un comme on le faisait avant, en se disant c'est un talent qui sort d'école et il aura un poste de direction générale dans 10 ans. En fait, aujourd'hui, on doit avoir des choses beaucoup plus sérieuses et pouvoir faire progresser nos jeunes générations le plus vite possible en tenant justement la promesse employeur. Et on le voit d'ailleurs, ils sont très investis, mais ils veulent un travail qui leur apporte une satisfaction au quotidien. Dit autrement, c'est investi à certaines conditions. On parle de management, la qualité du management est fondamentale. Si le management n'est pas présent, le cadre n'aura pas d'état d'âme, il n'y a pas cette loyauté aveugle que peuvent avoir leurs aînés de rester à vie dans l'entreprise. Il va quitter l'entreprise. C'est fini, ça. D'autant plus que le rapport de force, ça a été dit, est en faveur des candidats aujourd'hui. Alors, parlons parité quand même, parce qu'on est un peu là pour... Alors, c'est un élément de la RSE, parmi tous les critères qui font qu'une entreprise fait de la RSE. Mais pour autant, vous avez aussi une vision sur ce sujet-là assez précis. En tout cas, vous avez engagé des actions.
En tout cas, alors nous, on a un objectif clair dans le groupe Cosmobilis. En tout cas, c'est d'augmenter la part des femmes cadres. On est dans le monde de l'automobile, de la distribution automobile, donc évidemment, c'est une minorité c'est masculin, aujourd'hui. l'automobile. Voilà. Pour autant, les premières femmes arrivent au comité de direction. En ce qui concerne mon périmètre, j'ai un comité de direction parfaitement paritaire que j'ai pas. Alors, on en parlait tout à l'heure que je dis ça s'est fait naturellement. Alors, mais finalement, parce que justement, probablement, j'ai inspiré des femmes qui voulaient me rejoindre puisque je dirigeais en tant que femme, et je pense que du coup, c'est un cercle vertueux. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a entendu ce matin sur la loi, évidemment, la loi a aidé et la loi a impulsé quelque chose. Maintenant, je pense que c'est notre responsabilité à nous. La notion de rôle modèle, j'en parlais tout à l'heure, parce que vous étiez à votre mesure un rôle modèle, puis pour certaines. Exactement. Et je pense que il faut libérer un petit peu les ambitions des femmes là-dessus et pas se cacher. En fait, oui, on a un rôle modèle à jouer. Et peut-être qu'on ne le joue pas assez. Ouais. À partir du moment où le cadre a été établi, que les premières femmes, on voit, on est là, sont dans les comités de direction, qu'elles font venir les autres, c'est peut-être le moment de prendre un petit peu plus ce rôle et d'inspirer un peu plus, de libérer, que les femmes osent. Et il n'y a pas que la loi, et je crois que maintenant la balle est un peu dans notre camp. Oui, mais ça veut dire que c'est aussi changer de posture psychologique, c'est-à-dire je suis là et j'affiche mon statut clairement. Exactement, c'est un peu décomplexer tout ça. Assumer, revendiquer, mais comme les mecs, libérer nos ambitions. Exactement, oui, mais la réalité de la société aujourd'hui fait que beaucoup moins en fait. Sophie, et si vous cherchez dans le business alors heureusement on est quelques-unes, mais des femmes mises très en avant, des femmes, des directrices générales, etc. C'est peu. J'ai essayé de faire l'exercice moi hier de toutes les personnes. Dans le CAC 40, je crois au qu'il y a niveau une seule, international dont on parle comme modèle de business manager, etc. J'espère qu'on va faut les compter sur les doigts d'une main, les femmes. Oui, mais je pense que... Sophie, si je peux me permettre, êtes-vous décomplexée? Puisque c'est un peu ça. Je crois que c'est un chemin, mais je suis sur le chemin et aujourd'hui je crois que je le suis. Parce que c'est ça aussi, c'est afficher sa posture de DG, mais aussi de femme dans ce statut, comme le ferait un homme d'ailleurs. Oui, non, mais bien sûr, je pense qu'il y a un rôle effectivement d'inspirer, et d'emmener avec soi, et de donner la parole, créer de la place aussi à l'intérieur et à l'externe. Nous, à l'intérieur, on est donc dans la promotion immobilière, la construction, qui est quand même plutôt aussi un milieu assez masculin. Mais la promotion immobilière assez est masculin. plutôt plus féminin quand même. Oui, mais on est quand même on recrute la moitié de nos recrutements sont des ingénieurs, parce qu'on a quand même, on est en maîtrise d'ouvrage, donc on est sur les chantiers, donc voilà, c'est tout ce qui est le suivi de chantier, c'est des achats techniques, c'est tous ces sujets-là, donc qui vont être chantier, dans les stéréotypes plus masculins, donc on a un enjeu, c'est d'aller déconstruire effectivement les stéréotypes. Nous, par exemple, sur la filière technique, on est au sein de chez Kaufmann que à 30% de femmes. Et ça progresse tous les ans. C'est-à-dire que, est-ce que des progrès on en fait tous les ans. Ça progresse, mais c'est tout ce qui a été partagé sur la table ronde précédente. C'est-à-dire que... s'il n'y a pas d'ingénieur dans le BTP... On ne peut pas aller plus vite que aussi... depuis l'éducation de l'école, les mathématiques, arriver en filière ingénieur, etc. etc. Ensuite, je pense qu'on a quand même une responsabilité d'aller régulièrement dans les écoles, expliquer ce que c'est que d'être une femme sur un chantier, de expliquer nos métiers, parce qu'en réalité, les métiers sont très peu connus aussi, et donner des idées, en fait, insuffler, dire, mais regardez, vous pouvez faire tout ça, et le monde n'est pas de cette taille-là, il est de cette taille-là, vous pouvez en faire beaucoup plus. Donc aller dans les écoles, évidemment, alors on va naturellement dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, mais il faudrait même aller dans les lycées. Alors nous, on essaye de le faire à travers nos actions dans le fonds de dotation, puisqu'on soutient l'éducation, mais il faut le faire encore plus en réalité pour pouvoir donner encore plus d'idées. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, il faut aussi décomplexer les femmes, leur donner la parole. Nous, c'est quelque chose qu'on fait
qu'on est en train d'ouvrir. On est en train de créer un réseau de femmes à l'intérieur de chez Kaufmann et Broad pour aussi leur donner la parole, pour pouvoir effectivement décomplexer et assumer pleinement sa place. Ouais. Prune, j'imagine que vous êtes alignés, si je... en tout cas, mais c'est vrai que c'est un chemin. On fait tous un peu la même chose, Vous êtes d'accord, surtout. C'est un chemin, mais je rajouterais, c'est un chemin qui ne va pas de soi. C'est-à-dire que si on ne met pas en place des actions extrêmement volontaristes, la situation ne va pas changer. Ouais, c'est ça. Et typiquement, dans le groupe Essilor-Luxottica, on a créé une fonction en 2022 qui s'appelle DEI, Diversité, Égalité, Inclusion, avec des process RH extrêmement stricts pour pouvoir justement favoriser cette parité, gommer toutes les... donc aujourd'hui, il n'y a plus chez Essilor-Luxottica à compétences égales, à poste égal, de différence de rémunération. On met en place aussi des actions spécifiques au niveau du recrutement. J'en parlais tout à l'heure avec les formations justement pour éviter les biais de la discrimination. Et puis ça passe aussi par décomplexer justement et briser cette image du plafond de verre qu'ont certaines jeunes femmes. Et donc on a par exemple on parlait des actifs de moins de 30 ans. Chez Essilor-Luxottica, il y a 45% de la population qui a moins de 35 ans. Donc on a mis en place des programmes spécifiques dédiés aux jeunes actifs et notamment aux talents et notamment aux jeunes femmes pour traiter certains biais inconscients et faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir. Et puis après, c'est vrai qu'on a un vrai rôle à jouer en tant que rôle modèle, parce que c'est toujours l'image qui permet aussi de décomplexifier complètement. Une question qui me taraude, pardonnez-moi, mais dans les entreprises, quand on dit à compétence égale, salaire égal, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une différence de salaire, c'est-à-dire que c'est conscient ou c'est inconscient? Parce que quand vous embauchez, je ne sais pas, un contrôleur de gestion, qu'il soit homme ou femme, pourquoi le salaire serait différent dans une entreprise? Alors, vous y êtes parvenu, donc je ne vous remets pas en cause, mais comment c'est possible dans une structure normée? Je pense que c'est un poids de l'historique et il y a aussi quelque chose qui joue beaucoup. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats tout le temps parce que je ne suis pas simplement directrice générale, je suis aussi mère de 3 filles notamment. Et c'est quand arrive l'âge de la maternité qu'il y a souvent une cassure dans la carrière professionnelle, notamment par rapport aux hommes. Et c'est pour ça qu'on est très promoteur aussi dans notre groupe, chez Essilor-Luxottica, pour faire en sorte que le retour après le congé maternité qu'il n'y ait aucun biais négatif par rapport à un homme, Oui, parce que c'est ça. je suis persuadée que avant, ça jouait. C'est-à-dire que la progression ça, de carrière était plus fulgurante chez un homme après le premier enfant. Mais Que même le départ soit serein déjà. Ouais. Que le départ soit serein, Voilà. qu'on incite les hommes à prendre des congés parentaux, voire même élargis, qu'on fasse des choses aussi pour les aider avec des plateformes. Nous, c'est ce qu'on fait, des plateformes pour aider à trouver des solutions logistiques, de nounous, d'aide, etc. C'est vraiment primordial pour que le départ soit serein, le retour soit serein et qu'il n'y ait aucun impact. Mais Aurore Berger parle parfois de risque de mort sociale pour des femmes qui elles se posent la question en ces termes quand elles partent en congé maternité. Alors c'est un peu fort parce que... Oui, d'où l'intérêt d'organiser ça. Ouais. Moi, j'ai une femme dans mon comité de direction qui attend son 2e enfant, en même temps qu'elle a été promue. En 5 ans, elle a fait 2 enfants, elle a été promue, etc. Et au contraire, je la félicite. Et on fait cet événement en comité de direction, etc. Et elle part sereine. Le reste de l'équipe va prendre le relais. Et à aucun moment, elle s'est posé la question oh là là, je suis rentrée au comité de direction, je vais m'arrêter à un enfant. Quoi. Donc, Pierre, réaction après sur ça, Arnaud. Sur le congé maternité, je voulais juste apporter un point d'information, puisqu'on a publié une étude en début d'année sur ce sujet précis, juste pour dire qu'il est rarement anticipé, trop rarement anticipé dans l'entreprise, pas suffisamment accompagné, notamment sur le retour. Donc ça pénalise fortement les femmes qui partent en congé maternité et qui en reviennent. Voilà. Arnaud, un mot, parce qu'en creux, vous parliez des métiers très féminisés, c'est aussi des entrepreneuses qui démontrent qu'on peut être entrepreneur, y compris les femmes, et elles ont leur place pleinement, puisqu'on en parlera dans un autre sujet, dans la tech par exemple, les femmes sont sous-financées quand elles créent leur entreprise. On parle des levées de fonds, c'est absolument incroyable. C'est dans de telles proportions que c'est même, on se demande s'il n'y a pas une erreur ou quoi, si l'étude n'a pas été bien faite. Mais en tout cas, c'est vrai. Alors Arnaud, l'entrepreneuriat au féminin existe bien, c'est une façon aussi de s'émanciper dans ces métiers. Complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la représentation patronale, donc que ce soit au sein du MEDEF, de l'UDP, de la CPME, qui sont composées que d'entrepreneurs, on y trouve aujourd'hui de plus en plus de femmes. Moi, dans l'entreprise, l'OCOEP, c'est une organisation paritaire.
dans le collège patronal qui représente les employeurs, j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui. Au point que ces femmes qui sont de plus en plus engagées, une entreprise comme celle de l'OPCOEP, la présidence de l'OPCOEP est paritaire. C'est-à-dire, moi, je suis dirigé. Ma présidence, on dit une présidence parce que comme c'est paritaire, c'est une question d'alternance. Donc je considère avoir 2 présidentes et mes 2 sont des femmes. L'une est une chef d'entreprise qui était dans justement la tech, SS2I. L'autre est sur des métiers d'aide à la personne. Donc, mais j'ai des femmes qui me dirigent. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, quand je regarde les branches que nous finançons, dans tous les métiers, que ce soit dans les professions libérales, que ce soit dans les métiers plus classiques de l'artisanat, on y trouve des femmes. Bien sûr, ce que je vous disais, il y a les métiers genrés, toujours, parce que pour autant, on voit une évolution, mais vous l'avez dit, c'est lent finalement. C'est lent pour plein de raisons historiques. Le point que vous avez soulevé sur le congé maternité, c'est quand même un élément assez central, très central dans la fracture qu'il peut y avoir, même dans la rémunération, même par rapport au travail. Donc ça, c'est pas un point qu'on a solutionné aujourd'hui. Tous les dispositifs d'accompagnement, on voit que les employeurs se préoccupent de ça, c'est-à-dire comment finalement on peut accompagner une personne. Vous l'avez dit avec les crèches, mais nous, ce que nous pointons, c'est que la plupart de nos entreprises sont aussi en milieu rural. Et il y a vraiment, là, la discussion que nous avons est quand même une discussion relativement urbaine. Et donc, quand vous êtes dans les petites villes, quand vous êtes vraiment dans les villages à quelques milliers de personnes, le dispositif d'accompagnement, ça devient tout de suite beaucoup plus dur avec la petite enfance. Après, dès qu'ils arrivent au collège, ça s'améliore. Mais il y a quand même une phase. Au collège, ça ne s'améliore pas toujours. Mais enfin, je parle d'autre chose. Non, mais là, après, c'est l'adolescence qui arrive. Dernière question, parce que ça y est, c'est la fin. Moi, j'aimerais avoir une question et votre regard de professionnel et de personnes concernées. Est-ce que la loi, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, moi, j'étais contre les quotas, j'étais opposé à la loi, et puis à l'usage, se disent finalement, c'était pas si mal. En conclusion, est-ce que la loi, il faut l'appliquer, évidemment, puisqu'elle est là pour ça. Bien sûr. Mais la loi, elle aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi, elle donne l'impulsion. Après, à nous de faire accélérer les choses via le dialogue et toutes les initiatives qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais la loi, oui. Oui, Sophie. La loi aide. Et on est dans une culture de pays normatif. On peut le regretter, il y en a trop, et on est, je pense, à certains moments. Voilà, donc, et la loi aide. La loi, elle aide à la prise de conscience et à avancer. Moi, je suis totalement d'accord. Elle aide et je pense qu'elle est même nécessaire parce que si on n'a pas des actions volontaristes impulsées par la loi pour toutes les entreprises et pas simplement les entreprises qui le désirent, on n'arrivera pas à aller vers plus de parité. Arnaud, la loi, vous, de toute façon, c'est votre cadre, puisque vous êtes un collecteur qui vous redistribuez, donc vous avez intérêt d'être au cordeau. Moi, ce que je vous dirais quand même par rapport à la loi, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant qu'une loi soit votée, il y a un débat. Et en fait, le fait de dire on va amener une loi, ça agite tout le monde de se poser la question et ça fait un questionnement qui est extrêmement sain. C'est notre culture démocratique et moi je trouve que pousser des lois comme ça, à chaque fois c'est un questionnement et ce questionnement est pour moi positif. Et positif. Et on se questionne beaucoup, nous. Quand est-ce qu'on sort une prochaine étude avec vous ? C'est quand ? On en sort quasiment tous les mois. Donc, tous les mois, d'accord. Des études. Ça serait bien que ça soit sur le thème qui nous intéresse, si on peut faire en sorte. Mais on compte sur vous. Merci à l'APEC. Nous allons publier puisqu'on parlait des écarts de salaire, on va publier l'actualisation des écarts de salaire entre les femmes et les hommes courant septembre. Voilà. Et des chiffres déjà ou pas du tout d'indicateur Non, puisque c'est en process là. Voilà. Non, mais est-ce que c'est vrai toujours que c'est à partir de septembre les femmes travaillent gratuitement là, l'exemple qu'on donne. J'ai lu dans l'article, dans l'interview, que j'avais pas cette info, mais. Oui, ça régresse un peu, c'est vrai. Après, je voudrais revenir sur votre dernière question. Oui, mais le temps, vous avez. Alors, j'ai 10 secondes. Je rejoins complètement ce qui a été dit sur la loi, c'est nécessaire. Après, c'est pas suffisant. Si on prend l'index égalité hommes-femmes, c'est très bien, puisque tout le monde le respecte. Mais on voit bien que les écarts de salaire
ne se réduisent pas forcément, puisqu'on observe le même écart depuis maintenant 10 ans. Hein. On est à 7%. J'ose espérer que la prochaine mesure sera dans le bon sens. Voilà. Sur les salaires, il faut souhaiter que ça aille. Bah voilà, plus c'est le vers thème les de salaires. l'année prochaine, on va dire. Hein. Combien je gagne. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. La conclusion avec Sandra et Lucille qui nous rejoignent. À tout de suite. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. ensemble, faisons bouger les lignes.